Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Assimi Goïta annonce la mise en place d'une industrie militaire en 2025. Le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, a annoncé ce dimanche la création d'une usine militaire en 2025 avec notamment des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives et aussi de montage de véhicules tactiques, mais aussi de production, de fabrication sur place de munitions, et donc qui seront normalement et d'explosifs, ce qui sera visible à partir de cette année 2025, selon cette annonce faite par Assimi Goïta ce dimanche à l'occasion de la célébration par l'armée malienne du 104e anniversaire de cette armée malienne-là. Le 104e anniversaire célébré justement ce 20 janvier 2025. Assimi Goïta promet une relance où il a exprimé cette satisfaction de voir la montée en puissance de l'armée malienne et un renforcement de cette montée en puissance à travers la mise en place d'une industrie militaire. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, El Sadat. Le Mali va bientôt disposer d'usines d'assemblage d'armes et de fabrication de munitions d'ordre civil. Un grand changement qui interviendra donc dans l'organisation de l'armée malienne qui, selon le général Assimi Goïta, monte vraiment en puissance. Quel impact de cette décision par rapport à la lutte contre l'insécurité au Mali? Mais déjà, c'est une très 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 bonne nouvelle. Et il y a un dicton qui dit souvent qui veut la paix, bien évidemment, prépare la guerre. Et aujourd'hui, donc, avec la situation que connaît le Mali, je pense que c'est très bien pensé et c'est très intelligent donc de la part de ses dirigeants, qu'il faut d'ailleurs féliciter. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que, en termes donc d'idéologie et de pensée, ça permet naturellement donc un renforcement donc de la souveraineté nationale. Si aujourd'hui est un élément fondamental, parce que là, ainsi, ça permet de dissuader également donc les groupes terroristes qui justement essaie donc d'attaquer à partir du moment où le Mali a la possibilité de pouvoir donc mettre en place ces structures là et produire par elle-même par lui-même plutôt ces armes. Je pense que quelque part ça répond naturellement donc à ce défi sécuritaire. Au-delà de cela, c'est donc une meilleure réponse donc aux menaces locales, pour faire un résumé par rapport à ce que je viens de dire. Et l'autre élément fondamental qu'il ne faut pas donc négliger, c'est bien sûr donc la création d'emplois et la stimulation de l'économie, et pour chuter par l'amélioration des capacités de défense, ce qui donc garantit une alliance stratégique bien évidemment. À mon avis, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Alors, Adam Adronou, le Mali veut se doter d'usines militaires pour le moment d'assemblage d'armes et de fabrication d'explosifs à usage civil. Le Mali veut renforcer la montée en puissance de son armée face à l'insécurité. Oui, vous savez, le Mali vient de loin. Le Mali vient de loin en ce sens que le Mali a essuyé également beaucoup de revers et d'humiliation, d'ailleurs même liées donc à cette question terroriste. Mais justement, lorsque vous prenez la lutte, en tout cas des généraux qui entre-temps avaient estimé que face en tout cas à ces humiliations subies par le Mali, il faudrait quand même que cette souveraineté-là puisse être renforcée. Ce n'est pas pour rien que cette date symbolique, c'est une date symbolique pour laquelle le général Assimi Goïta a choisi de pouvoir mettre à découvert cette information-là. Ça veut dire quelque part que c'est le point culminant ou carrément pour montrer à la face du monde que après ces victoires-là et la restauration d'ailleurs même de une sorte de renommée de l'armée malienne sur la scène internationale, liée au fait qu'il a eu ses succès grâce en tout cas à son courage, à son bravoure, mais également de changement de stratégie. Et ce changement de stratégie, naturellement, était lié au fait que le Mali a choisi de pouvoir diversifier ses partenariats, et ce partenariat-là est orienté vers la Russie qui, en réalité, lorsque nous remontons encore l'ordre mondial, vous constaterez que la Russie, lorsque nous prenons les troubles survenus avec l'Ukraine, mais également d'autres aspects, on nous annonce qu'il aurait pu avoir des difficultés à pouvoir donc transiter des angles. Peut en réalité, en tout cas, expliquer
cette stratégie du Mali, faire en sorte que à chaque fois que ces armes-là puissent donc transiter vers la mer Rouge, etc., avec des difficultés que cela puisse donc comporter, c'est tel que le Mali pourrait donc avoir cette unité de pouvoir faire d'abord l'assemblage, et nous savons que c'est évolutif en ce sens que lorsque le Mali va commencer par l'assemblage, on arriverait un jour en tout cas à la fabrication totale, ce qui de mon point de vue était pratiquement presque interdit, qui était donc un interdit pour les pays africains. Nous savons qu'il n'y a que l'Afrique du Sud qui est l'un de ces États africains là à pouvoir disposer des unités. C'est le plus grand. Il y a l'Éthiopie, tout à fait. Il y a le Nigeria aussi, c'est pour des armes légères. Tout à fait. Et il y a quelques pays aussi. Quelques pays, l'Algérie également. Qui a une industrie militaire, le Maroc qui a une industrie militaire. Tout à fait. Donc c'est quand même, c'est quand même rare. C'est surtout tout à fait. C'est quand même rare de voir nos pays, l'Égypte. Et lorsque vous prenez ces pays-là, ils sont considérés pratiquement comme, en tout cas, les grandes nations qui sont plus ou moins craintes par un certain nombre de puissances. Aujourd'hui, le Mali rentre dans ce cercle assez fermé. On ne l'a pas vu, en tout cas, venir. Mais je pense que c'est cette rupture-là par rapport à des idées conçues, préconçues, où les gens estimaient que certains pays africains n'y avaient pas droit. Aujourd'hui, le Mali veut rompre avec, en tout cas, ces idées-là et montrer à la face du monde que le Mali peut aller même au-delà. Donc, je pense que c'est cette souveraineté-là qui est davantage renforcée et qui donne au Mali la possibilité, l'opportunité de pouvoir dire que voilà, nous pouvions aussi en disposer. Et justement, c'est un message très fort aux ennemis du Mali, qui en tout cas également ne désarment pas, continuent véritablement donc par inquiéter certaines positions. Cela voudrait dire que les jours à venir, le Mali disposera de tous les éléments possibles pour pouvoir donc faire face à toute menace, qu'elle soit donc interne ou en tout cas qui menacerait ses frontières. Le Mali est prêt, et je pense que c'est ce message-là qui est envoyé à la face du moment. Nous attendons véritablement qu'il a parlé de 2025. Ça voudrait dire que lorsque vous prenez Assimi Goïta, il est rare qu'il dit des choses qu'il ne fait pas. C'est justement ça voudrait dire quand même qu'il a les éléments à sa position pour mettre en exécution ce programme-là qui, de mon point de vue, devait donc être salué par les panafricanistes, qui aujourd'hui, dans cet élan de rupture, estiment que l'Afrique devait donc faire mieux et davantage en ce qui concerne sa souveraineté. Le Mali veut se doter d'une industrie militaire qui permettra de rassembler sur le sol malien donc des armes, ce qui sera justement nécessaire dans la lutte contre le terrorisme. Une déclaration faite à l'occasion du 104e anniversaire de l'indépendance de l'armée malienne ce dimanche par le général Assimi Goïta. Félicitations au président Assimi Goïta et au Mali pour cette initiative qu'il faut juger tout de suite très louable. Parce qu'aucune nation n'a évolué sans une armée puissante. Parce que si vous n'avez pas une armée puissante, vous êtes très exposé. Et pour avoir une armée puissante, ce n'est pas être dépendant de quelqu'un, d'un maître de l'extérieur. Donc avoir ses propres armements, avoir son industrie d'armement, c'est d'avoir à disposition des armes nécessaires pour pouvoir supporter l'effort de guerre. Donc je pense que cette industrie militaire qu'a annoncé le président Assimi Goïta, c'est d'abord économique. Pourquoi? Parce que si vous commandez des armes à l'extérieur, cela veut dire que vous dépensez beaucoup plus. La valeur ajoutée, c'est pour l'extérieur, ce n'est pas pour vous. Donc, avoir une unité industrielle ou bien avoir de l'industrie militaire actuellement au Mali, c'est de réduire vraiment sa dépendance de l'extérieur et de réduire la fuite des capitaux. Puisque si vous achetez à l'extérieur, cela veut dire que vous déboursez de l'argent. Cela veut dire que vous amenez de l'argent à l'extérieur pour faire votre achat. Donc, cela veut dire que c'est une fuite de capitaux. Donc, en produisant à l'intérieur, vous créez de l'emploi d'abord sur place, vous créez une génie dans le domaine
qui, comme on appelle, à la longue, sera beaucoup plus performante, cela veut dire que vous maîtrisez ce qu'on appelle la production de l'armement et vous avez, comme on appelle, à votre disposition de l'armement, comme on appelle, sans passer par un autre pays. Pour le moment, c'est l'assemblage. Attention, l'assemblage, comme on appelle, pour une partie, mais les munitions, par exemple, c'est à fabriquer localement. Et pour parler aussi de, comme on appelle, des treillis, tout ça là, mais les équipements militaires, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Le Mali produit assez de coton. Donc, le Mali n'a plus besoin d'aller acheter des treillis à l'extérieur. La fabrication de treillis localement fait profiter, comme on appelle, le pays sur le plan économique, mais aussi renforce la résilience de l'armée malienne face, comme on appelle, aux terroristes. Donc, c'est un message fort aux terroristes d'abord. Ils n'ont qu'à comprendre que le Mali n'a plus besoin d'aller acheter des armes à l'extérieur pour les combattre. Donc il y a beaucoup de choses qui seront fabriquées localement. Par exemple, les bombes, comme on appelle, qui sont prévues, les explosifs qui seront utilisés sur le terrain. Ah ben, c'est pour l'intérêt de l'armée malienne, donc contre les djihadistes, contre les terroristes. Donc je ne peux que dire tout de suite que c'est vraiment une idée très ingénieuse et on verra dans quelle mesure cette politique sera mise en œuvre. Et je suis sûr et certain, tel que c'est annoncé, cela veut dire qu'ils ont déjà mis les garde-fous pour que ce projet ne tombe pas dans l'eau. Et c'est ce que nous souhaitons, que ce projet prenne corps rapidement pour que, comme on appelle, l'armée malienne puisse être approvisionnée par des armes fabriquées par des Maliens eux-mêmes. C'est pour l'intérêt du Mali, c'est pour l'intérêt de toute l'Afrique. Alors, sur le continent, ils sont très peu, ces pays qui fabriquent, je veux dire, des armes sur le continent. On l'avait dit tout à l'heure, l'Afrique du Sud vient en première place avec, en tout cas, une bonne industrie militaire et fabrication également de blindés sur le sol sud-africain. Après l'Afrique du Sud, l'Éthiopie également, qui en fabrique. Il y a l'Égypte qui fait aussi dans la fabrication d'armes avec une gamme diversifiée, surtout d'armes légères. Après, ceux qui ne sont pas trop dans les armes de grand calibre, des armes très sophistiquées, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui fait dans les armes légères avec une industrie largement artisanale. Il y a le Kenya, l'Ouganda, le Zimbabwe également qui font de la fabrication et aussi quelques pays qui font de l'assemblage d'armes. Pourquoi ne pas, peut-être que le Mali aussi vient s'ajouter, comme vous l'avez dit, à ce cercle restreint, mais ne serait-ce pas une bonne initiative pour les pays africains de se lancer, surtout ceux confrontés aux questions de sécurité, de se lancer dans cette logique-là de fabrication, ou ne serait-ce que d'assemblement d'armes sur le sol. Mais au-delà, est-ce que cela ne risque pas aussi de poser des questions de protection des droits de l'homme, surtout parce que quand on sait que les armes sont faciles d'accès, on pourrait imaginer toutes les conséquences quand le pays ne gère pas bien. Oui, je commence par vous. Oui, docteur, je pense que cette volonté comme on appelle, d'être indépendant des autres pays puissants, des autres pays puissants qui nous vendent des armes, c'est un vœu de tout Africain. Que les armes que nous utilisons soient fabriquées localement. C'est la meilleure des choses. Mais il y a des pays, par exemple, nous parlons de l'Égypte, qui fabrique les armes. Est-ce que les Égyptiens ont tourné ces armes vers la population civile, comme on appelle, désarmée? Non. Est-ce que ce sera le cas dans tous les pays? Vous prenez par exemple une usine de fabrication d'armes dans l'est de la République démocratique du Congo, vous ne pensez pas que les questions de dans l'est de la République seront différentes, par exemple, qu'une usine de fabrication d'armes en Égypte? Je suis désolé. Et vous voyez la situation actuellement au niveau du Mali. Le Mali a besoin des armes qui soient fabriquées localement. Je pose une question. Oui, je suis d'accord par rapport à votre question. Mais par exemple, à l'est du Congo, comme vous avez donné comme exemple, je veux m'attarder bien là-dessus. La situation au niveau de l'est du Congo, si les gens qui sont recrutés pour travailler dans ces usines veulent faire leur boulot comme il le faut, je pense que ces armes ne vont pas tomber dans les mains des voyous. Mais vous allez par exemple dans certains pays, comme on appelle pays du Sahel, les Kalachnikov sont vendus à 26 000 francs CFA.
Oui, il y a plein de Ce sont des armes qui ne sont pas fabriquées en Afrique. Des usines de vente d'armes sont des boutiques de vente d'armes. Oui, un peu partout, au bord des routes, vous pouvez acheter des armes. Mais ceux qui fabriquent ces armes, ce sont les Occidentaux. Et comme on appelle certains pays que nous appelons des pays puissants, des nations puissantes. Mais ces armes-là arrivent sur nos territoires qui soient vendues aux voyous. Si ces armes sont fabriquées localement, si l'État a le contrôle sur comment on appelle, la production et la commercialisation de ces armes, je pense que ça va limiter beaucoup plus ces dégâts, puisque si les autres, eux, ils en ont assez, ils cherchent là où ils vont aller vendre, s'ils ne trouvent pas d'occasion, le voyou qui présente de l'argent, eux, ils vont le vendre. Mais si c'est une nation qui veut se protéger, mais je marque bien mes armes, je sais que si l'arme est tirée ici, c'est que c'est sorti de notre usine, donc on sait à peu près d'où c'est sorti. Je pense que c'est mieux de fabriquer, mieux même. Nous avons de l'uranium au Niger. Pourquoi ne pas fabriquer d'armes nucléaires? Les pays membres... Est-ce que vous n'allez pas trop loin? On parle pour le mois d'assemblage. Attendez. Économiquement parlant, les nations puissantes aujourd'hui, ce sont les nations qui ont des armes nucléaires. Bien sûr. Vous avez des armes nucléaires, on vous craint. Dans le Conseil des Nations, vous avez l'arme nucléaire. C'est-à-dire que... C'est pourquoi on fait pour que tous les pays n'en aient pas quand même. Voilà. C'est pour cela que certains se disent que c'est eux les privilégiés, donc ils empêchent les autres de ne pas disposer d'armes nucléaires. Mais pour avoir de l'indépendance, il faut avoir de l'arme nucléaire. Il faut avoir de la force de la diplomatie. Et la diplomatie militaire, elle est très importante. Pour avoir une diplomatie militaire, pour avoir les forces powers, il y a l'action militaire, donc les armes que vous disposez. Et là, l'arme la plus puissante qui peut dissuader vos voisins, qui peut dissuader, comment on appelle, vos ennemis, c'est l'arme nucléaire. Je suis désolé. Et un pays africain qui a l'arme nucléaire, je pense que dans deux mois, on va vous dire que non, on autorise un pays à accéder, comme on appelle, au Conseil de sécurité permanent, un membre permanent, comme on appelle, au Conseil de sécurité. Et donc, c'est une logique qu'il va falvoir suivre de près, peut-être. Ah, bien sûr. Mais vous savez, l'Afrique du Sud, quand leur, comme on appelle, industrie d'armement a commencé par prendre, comme on appelle, de l'ascension, il y a plusieurs pays qui ont accusé l'Afrique du Sud de vouloir fabriquer des armes nucléaires. Donc, ils ont essayé de faire tout pour que l'Afrique du Sud n'achète pas les produits comme l'uranium, tout ça là, des pays comme du Niger. Donc, comment on appelle, ça arrange qui? Si on empêche un pays africain d'avoir une arme nucléaire, c'est que ça arrange ceux qui ont l'arme nucléaire. Alors, El Sadat, les pays africains ne sont pas souvent nombreux à fabriquer des armes. La plupart en importent de l'Occident, peut-être d'un peu partout dans le monde, mais pas en tout cas sur le continent. Ils sont rares, ces pays qui en produisent. Et quelques-uns de ceux qui en produisent aussi le font juste à l'étape artisanale ou pas à très grande échelle. Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle logique à suivre que d'assembler au moins pour le moment des armes sur le continent pour garantir une certaine sécurité des populations? Mais aussi, de l'autre côté, est-ce que cela ne risque pas de poser des questions de protection des droits de l'homme? Oui, vous savez, après tout, tout dépend donc de la priorité de chaque politique, de chaque État. Aujourd'hui, quand on compare la situation que vit donc le Mali aux autres, bien évidemment, il y a donc une sorte d'urgence là-bas, ce qui donc entraîne donc cette volonté, bien évidemment, de pouvoir avoir cette technologie. Alors, bien évidemment, si il fallait qu'on aille tous sur ce terrain-là, il faut dans un premier temps donc créer des conditions de sécurité qui vont justement permettre de pouvoir mettre des garde-fous pour justement protéger bien évidemment la circulation. Donc, vous mettez dans les conditions de sécurité. Quand je parle de conditions de sécurité, il va donc de la circulation, de la protection donc et de la distribution donc des armes en réalité. Quand on parle de la production des armes. Il faut donc créer des conditions pour qu'on puisse avoir une sorte de traçabilité pour que justement ces armes-là ne puissent pas tomber dans les mains de n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut donc prendre un exemple sur les États-Unis d'Amérique, parce que vous savez que il y a aujourd'hui dans les rues, vous pouvez donc aller dans telle boutique pour aller donc vous procurer donc des armes. Mais bien évidemment, c'est une autorisation. C'est ce que je voudrais dire. Donc dans tous les cas, ces garde-fous là
permettre naturellement de pouvoir sécuriser cela. Moi, je pense qu'en réalité, ce n'est donc pas en fait un véritable problème parce que à partir du moment où on se lance vers cette optique-là, on met donc les moyens nécessaires et on s'assure d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir s'assurer la protection par rapport à cela. Et donc cela ne risque pas de poser des problèmes avec les défenseurs des droits de l'homme qui vont dire qu'on fabrique les armes pour les retourner contre la population? Non, je ne crois pas. C'est ce que je dis. La preuve en est que si c'était le cas, bien évidemment, on aurait longtemps parlé dans des États-Unis par rapport à cela. Ça ne se dit pas. Ok, d'accord. Alors, Adam Adronou, est-ce que le Mali est en train de donner une direction, puisque, bon, c'est vrai, c'est pas le Mali qui sera le premier en tout cas à le faire, mais rares sont ces pays africains d'abord qui en fabriquent ou qui en assemblent sur leur sol. Le Mali veut se lancer dans cette industrie militaire avec assemblage des armes, mais fabrication sur place des munitions. Est-ce que c'est une logique à suivre? Et si oui, pour certains pays africains, est-ce que cela ne risque pas de poser des problèmes de protection des droits humains? Non, bon, c'est lorsque vous posez la question comme telle, se produit, peut-être que est-ce que l'Afrique a des leçons de droits de l'homme à recevoir de qui que ce soit? Je n'y crois pas. Puis vous savez, lorsque vous prenez la démocratie... Ce n'est pas une affaire de recevoir des leçons. Donc, c'est un peu ça. Puis lorsque vous prenez, en tout cas, l'algorithme lié donc à cette question des droits de l'homme, cette puissance ou cette démocratie célébrée, entre guillemets, puisque nous parlons des droits de l'homme, c'est eux qui définissent les règles du jeu liées donc à eux. Est-ce que vous voyez les règles du jeu concernant donc les droits de l'homme? C'est pourquoi je dis qu'il y a une charte africaine des droits de l'homme, bien sûr, bien longtemps, oui, celle des Nations Unies. Mais lorsque vous prenez, c'est pas eux qui définissent disons la vérité. Lorsque vous prenez ces chartes-là, pour la plupart, n'allons plus revenir sur cette question liée au fait que l'Afrique ou nos regroupements, les regroupements sous-régionaux donc sont dictés, sont conduites par les puissances occidentales, même si actuellement c'est pas le débat, nous savons comment ça se passe. Mais justement, c'est pour dire que lorsque vous faites un peu le distinguo ou un parallèle entre les deux puissances célébrées et nos puissances dites non célébrées, vous constaterez en réalité que ces droits humains là sont plus brimés dans cette puissance-là célébrée que chez nous. Mais justement, lorsque nous la connaissons, par exemple, on viole plus les droits de l'homme en Europe. Bien évidemment que dans nos pays africains. Et justement, lorsque vous prenez nos pays, lorsqu'il y a eu des violations, peut-être éphémères des droits de l'homme, c'est ce qu'on nous voit partout. On expose comme si c'est la lune qui tombait. Voilà. Donc, vous voyez, mais bien sûr, lorsque vous prenez chaque jour, prenez le nombre de crimes qui se passent aux États-Unis par heure. On nous parle pratiquement à 200 ou pour certains 2000 par heure. Et lorsque vous prenez nos pays, je pense que lorsque nous faisons ces parallèles, vous constatez qu'en réalité, l'Afrique est mieux parce que est mieux enclin à pouvoir donc protéger en Afrique aux États-Unis. Non, en ce qui concerne ces droits de l'homme humains, là, naturellement, l'Africain naturellement respecte les droits humains, naturellement. Et donc moi je pense que le problème ne se pose pas. Non, ça ne cause pas problème. Ça ne cause pas, c'est plutôt assez dissuasif. Et je pense que le Mali en le faisant ne tombe pas en tout cas dans une sphère inconnue. Il a pris véritablement dans des dispositions. Je pense que lorsque vous prenez ces dernières années, ces pays-là, je pense que les armes ont plus circulé. Nous parlons peut-être de la Libye où les armes ont circulé, ces armes-là ont transité pour venir s'aimer de l'insécurité dans nos pays. Mais aujourd'hui, je pense que lorsque la situation est mieux cadrée, vous prenez aujourd'hui, lorsque le Mali est arrivé à contrôler ses frontières terrestres, je pense que l'arme en possession d'un civil ne constituerait plus une menace. Et justement, nous avons en face des ennemis de la République qu'on refusait de considérer comme ennemis de la République. C'est en cela d'ailleurs même que le Mali, en un moment donné, a jugé opportun de pouvoir dire que niet, les Nations Unies ou les casques bleus n'ont plus le droit de pouvoir donc rester au Mali. À partir du moment où ces casques bleus-là doivent considérer ces ennemis-là qui viennent troubler un ordre officiel établi. Et on ne veut pas considérer ces forces de mal-là comme étant donc des ennemis à combattre, mais on se dit en fonction de ces droits humains-là. Vous voyez un peu le paradoxe. Des gens qui viennent s'attaquer à un ordre officiel établi, on refuse de les reconnaître comme étant donc des ennemis à combattre, mais on se dit véritablement c'est un pont, il faudrait donc que les casques bleus puissent le. Donc moi j'ai dit ces forces-là entre temps, c'est vrai qu'ils sont déjà partis, mais ce n'est plus le débat, étaient donc des forces d'embouteillage qu'il faut donc dégager et permettre à l'armée malienne de regarder plus loin.
Ils ont regardé plus loin et aujourd'hui, ils contrôlent leurs frontières. Donc, lorsque nous prenons ces deux aspects-là, vous convenez avec moi que ces droits humains-là, décrits par ces puissances ou ces puissances célébrées-là, n'en ont pour rien. Et justement, nous avons nos droits humains et l'Africain, naturellement, respecte les droits humains. Je pense que ça ne causerait pas de problème de droits humains lorsqu'on installera donc ces unités d'assemblage ou de montage qui vont migrer peu à peu vers des unités de fabrication entière des armes. D'abord, c'est dissuasif, mais également, ça a des proportions sur l'économie. Parce que, vous savez, nous n'allons plus aujourd'hui présenter ce qu'apportent les unités, les industries d'armement pour ces puissances-là. Donc, je pense que non seulement c'est un gain pour le Mali, mais également, je pense que pour les autres puissances ou pratiquement les pays africains, nous avons d'abord une proximité et nous avons également un gain. Au lieu d'aller vers peut-être la Russie, pour transiter dans les armes vers nos pays, nous allons les approvisionner directement vers le Mali. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ça va ça? Oui, vous savez, comment on appelle, l'industrie militaire renforce la sécurité nationale. Nous venons de le dire tout de suite. Mais ça permet d'avoir beaucoup plus d'indépendance. Donc, c'est une bonne chose. Ça permet de créer de l'emploi. Ça permet de renforcer le pouvoir politique d'un pays, mais aussi c'est un élément de la diplomatie. Un pays, par exemple, peut vouloir, le Togo, va vouloir peut-être demain acheter les armes au niveau du Mali. Eh bien, il faut négocier. Cela veut dire que le Mali nous tient par un bout. Cela veut dire que ça renforce le pouvoir du Mali sur le plan national, sur le plan international. Mais aussi, c'est un levier de lancement de l'économie. Donc, c'est une stimulation pour l'économie du Mali. C'est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier, il faut vraiment soutenir. Je suis parfaitement d'accord pour ce projet d'Assimi Goïta. Je pense que tous les intervenants sont d'ailleurs d'accord sur ce projet. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.